Nous accueillons dès à présent Loris Boischaud de La Péniche, le journal des étudiants de Sciences Po, pour la séquence Comment devient-on Stéphane Le Foll. Bonjour Stéphane Le Foll. Bonjour, La Péniche, c'est ça? Exactement, La Péniche. Alors Stéphane Le Foll, on vous connaît peu, un peu mieux maintenant grâce à Paola. On vous connaît peu parce que vous avez passé votre carrière politique dans l'ombre de François Hollande et vous êtes aujourd'hui porte-parole du gouvernement, ce qui est quand même une des fonctions politiques les plus impersonnelles. On se demande donc qu'est-ce que vous pensez, quelles sont vos références idéologiques. Votre père, lui, disait être socialiste libertaire, un admirateur de l'anarchiste Proudhon. Et vous? Et c'est vrai que papa parlait souvent de Proudhon, il en parle toujours d'ailleurs. Donc Proudhon, oui, pourquoi pas. Vous l'avez trahi, surtout sur la partie social-démocrate liée à l'Europe, puisqu'il avait pensé beaucoup l'Europe, et très tôt d'ailleurs. Donc Proudhon, comme papa. Donc vous validez Proudhon? Oui, je valide. En devenant social-démocrate, vous n'avez pas trahi cette culture politique familiale? Ça, c'est le défaut de Sciences Po et de La Péniche. Ça commence. Et du petit gauchiste, c'est que social-démocrate, ça trahit. Il faut sortir ça de la tête. Ça ne trahit pas, mais c'est pas être anarchiste. Ah oui. Alors si c'était la question d'être anarchiste, et vous ne l'avez pas posé comme ça, vous avez plutôt été, comme d'habitude, sur cette idée que d'assumer des responsabilités, de prendre des engagements, et puis de se confronter au réel, c'est toujours une trahison. C'est surtout d'abord une difficulté. Et puis c'est aussi beaucoup de détermination. Donc voilà. Mais par rapport à l'anarchie, oui, mais moi j'ai jamais été... Et d'ailleurs Proudhon était un anarchiste qui n'était pas comme ceux qu'on a pu retrouver plus tard, nihiliste. Il avait envie de construire. Et il était avec cette perspective-là, et en particulier, je l'ai dit, sur l'Europe. Je le disais donc... Donc un peu social-démocrate. Donc un peu social-démocrate. On va parler après de l'expérience du pouvoir et de la difficulté quand on arrive au pouvoir. On va essayer maintenant d'aller un peu plus loin et d'abord de revenir en arrière. Le 3 février 1960, ce jour-là, vous naissez au Mans, dans la Sarthe, de parents aux origines bretonnes. Votre grand-père était agriculteur, votre père, on en a parlé, était instituteur et maire de Lognes, ce village de 200 habitants à l'époque, un ancrage local dans la Sarthe que vous disputez à François Fillon. Stéphane Le Foll est lui aussi un enfant du pays. Je suis allé à l'école là et je suis devenu conseiller municipal en allant là. J'ai pas bougé beaucoup, hein. Bonne remarque, ça, c'est vrai. C'est juste à côté. Ça, c'est la mairie. Encore, elle a été refaite parce qu'il n'y avait que cette partie-là, la première. Et ça, juste à côté, c'était chez Madame Lequimbre, qui avait été lingère, c'est Saint-Exupéry, qui avait de très jolis lapins dans cet endroit, qui est devenu la salle de réunion de la mairie de Lognes. Eh bien justement, vous avez travaillé dans cette mairie de Londres en tant que conseiller municipal. Vous avez été élu à 23 ans et pendant 12 ans. Qu'est-ce que cette première expérience politique a appris au ministre que vous êtes aujourd'hui? Oh, cette première expérience politique, d'ailleurs, elle a été faite avec une espèce d'engagement un soir avec un certain nombre de copains. On était en particulier 2 à s'être présentés sur la liste. Il y avait donc le fils de l'instituteur et il y avait Christophe Chevreau qui était le fils du transporteur de Grave. Et c'est le fils de l'instituteur qui a fini par être élu au 2e tour d'une élection. Donc vous? Donc moi. Où vous le savez, dans les petits villages, ce sont des listes et on raye les noms. C'est rayé. Et je me suis retrouvé avec des listes et des noms de rayés, mais aussi inscrits. Et j'ai été élu donc à 23 ans. C'est vrai un peu par hasard, mais c'est surtout... Il y avait eu juste avant, en 79, un remembrement agricole dans la commune de Lognes, après le passage de l'autoroute. Et j'avais commencé à me dire que là, je n'avais pas beaucoup aimé le fait qu'on passe d'un système bocager à un système beaucoup plus ouvert. Et j'avais commencé moi-même, avec 2-3 copains, à replanter des arbres. Donc déjà, je m'étais dit, plutôt que de parler ou d'écrire, je vais agir. Vous étiez déjà sensible à ces questions agricoles et vous êtes entré dans un lycée agricole, vous avez obtenu un BTS avant d'être diplômé d'une maîtrise et d'un DEA d'économie, matière que vous avez d'ailleurs enseigné en lycée puis à l'université. Vous êtes devenu, en 1991, permanent au Parti socialiste. Alors pourquoi être passé de ce poste de professeur d'économie à la politique? Parce que c'était le conseiller de François Mitterrand à l'époque qui avait été le directeur... du 3e cycle à Nantes, qui s'appelait Jean-Claude Le Bossé, et qui m'avait demandé de partir de la Sarthe et de venir à Paris. Et pourquoi je l'ai fait? C'est parce qu'il y avait eu, juste avant, en 90, l'arrivée du TGV. Sinon, j'y serais jamais venu.
Je ne sais pas ce que j'aurais fait Parce que d'ailleurs. c'était trop loin. Oui, à mon avis. Et donc le TGV, je me suis dit, bon, ça va, 1h55 minutes pour aller à Paris, ça doit être possible. Arnaud Pour un Montebourg, provincial comme moi. Et j'ai donc pris le TGV pour la première fois dans les années 90-91 pour venir à Paris et m'engager auprès c'était Georges Garot, le père de Guillaume Garot, qui était ministre aussi de l'agroalimentaire, qui à l'époque était chargé de toutes ces questions agricoles au Parti socialiste. Et puis après, il s'est trouvé qu'il y a eu les élections européennes de 94. Rocard m'a appelé. Après, j'ai donc j'ai pris des responsabilités dans tout ce domaine. Et puis j'ai failli partir après un deuxième, troisième cycle au Conservatoire des Arts et Métiers en 94, avant d'être rattrapé par la politique. Oui, là, par la politique et par Jospin, puisque j'étais plutôt dans la mouvance jospinienne du Parti socialiste. Et si vous vous souvenez, mais peut-être pas d'ailleurs, il y avait à la télé un soir, un 7 sur 7, le fameux questionnement d'Anne Sinclair à un certain Jacques Delors, qui devait être candidat, qui ne l'a pas été. Et Jospin est donc devenu candidat à la fin de l'année de 94 et a été candidat en 95. Et donc là, je suis reparti dans la campagne de Jospin. Puis après, j'ai suivi Jospin et François Hollande, Voilà, que j'ai rencontré à cette époque-là. En 1994, Ouais. justement, vous rencontrez François Hollande. Et en 1997, quand il devient premier secrétaire du Parti socialiste, il vous appelle pour que vous deveniez son directeur de cabinet. C'est à partir de là que vous forgez cette réputation d'ami de François Hollande et de fidèle des fidèles. C'est lui qui le dit d'ailleurs. Ah oui, c'est lui. C'est un fidèle, ce qui est en politique une qualité rare. C'est un ami, il l'est devenu par notre vie commune pendant près de 11 ans au Parti socialiste. 11 ans, rue de Solferino a partagé le bureau de François Hollande. 11 ans dans les couloirs du Parti socialiste. Et pourtant, après l'élection de 2012, vous avez été son directeur de campagne. Vous n'étiez pas pressenti pour devenir ministre de l'Agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que François Hollande avait oublié en 2012, lors de son élection, le fidèle des fidèles? Ce qui s'est passé, c'est qu'il se passe souvent dans l'histoire de la politique. D'abord, j'ai été son directeur de campagne jusqu'en juin 2011, puisque à ce moment-là, il s'est passé l'événement dont vous vous souvenez. Il y a eu un changement un peu important dans la campagne présidentielle des primaires, avec ce qui était arrivé à Dominique Strauss-Kahn. Et donc, il y a eu un rapprochement de ceux qui avaient soutenu Dominique Strauss-Kahn avec François Hollande, en particulier Pierre Moscovici, Vincent Peillon, et Marisol Touraine, qui ont rejoint l'équipe de François Hollande. Et à ce moment-là, j'ai cédé ma place à Pierre Moscovici. Bon, donc à chaque fois qu'il a fallu assurer le rassemblement, j'ai aussi fait ma part pour donner la place nécessaire à tout le monde. Et vous avez quand même été l'architecte aussi de cette victoire, puisque vous avez suivi François Hollande pendant toutes ces années, on l'a dit depuis 1997. Oui. Enfin, l'architecte, j'en étais en tout cas un des principaux. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Vous rêviez de devenir après, ministre de c'est la l'Agriculture. campagne présidentielle, c'est les équilibres politiques dans la constitution d'un C'est gouvernement. Jean-Michel Bailey qui devait devenir ministre de l'Agriculture en 2012. C'est ce qui était sûrement prévu. Et puis, au fond et à la fin, malgré tout, ça ne s'est pas passé puisque je suis devenu quand même ministre de l'Agriculture. Il a été rappelé que vous aviez été le fidèle des fidèles et donc vous êtes devenu ministre de l'Agriculture et vous êtes entré dans l'histoire puisque vous êtes l'homme ayant passé le plus de temps à la tête du ministère de l'Agriculture depuis sa création en 1836. Ça a été difficile. Je confirme. Ça a été... Notez-le parce que vous en pas sûr d'en avoir un autre comme ça avec telle durée. Je bats tous les records, 5e République, 4e République et même 3e République, ce qui m'a quand même frappé. Et là, je me suis dit, quel jour on est, quel mois nous sommes, début 2017, oui, eh bien, il va être temps de penser aussi à la suite et à autre chose. Vous assumez d'être entré dans l'histoire? Tout à fait, heureusement. Et pourtant, ça a été difficile. Ça a été 5 années difficiles au ministère de l'Agriculture, puisque vous avez fait face à des crises agricoles majeures, à une fronde de la part des éleveurs et des agriculteurs. Est-ce que vous dites aux agriculteurs, aujourd'hui, 5 ans après, c'est l'heure du bilan, j'ai fait tout ce que je voulais accomplir pendant ces 5 ans? J'ai fait tout ce que j'ai pu accomplir, ce que j'ai voulu faire. Il y a des étapes qui sont incontournables. Il y avait une réforme de la politique agricole à négocier. J'ai négocié la réforme de la politique agricole. Et je crois que je l'ai fait en tenant compte de ce que j'avais déjà comme expérience au Parlement européen. J'étais vice-président du Parlement européen.
et avec des objectifs sur le verdissement, l'écologisation de la politique agricole commune. Ça, je l'ai fait. Une redistribution des aides qui s'applique maintenant, je l'ai fait. Puis après, il y a eu la réforme donc signée. On a eu à faire face à des crises, vous l'avez dit, ou tu l'as dit. Un tiers des agriculteurs a touché moins de 350 € en 2015 par mois. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a encore une détresse du monde agricole? On va d'ailleurs en parler. Si, il y a une crise dans le monde agricole. Il y a eu une loi d'avenir qu'on a fait voter, qui est une loi qui portait à la fois sur l'agriculture, sur l'enseignement agricole, la recherche, et puis il y a l'agroécologie. Ce qui a été la ligne directrice de ce que j'ai voulu faire, c'est de faire comprendre que dans le moment où nous sommes, la question écologique n'est plus la contrainte telle qu'elle est perçue, vécue, telle qu'elle a été souvent présentée, mais elle est au contraire un atout combiné avec l'économie. Et là, on pourra en rediscuter tout à l'heure sur les grands objectifs. Donc pour vous, les promesses ont été tenues en 5 ans? Elles ont été Ce sera la tenues. dernière question. J'ai fait ce que je pensais devoir faire. Et puis après, on a eu des crises sur lesquelles, bien sûr, crise de marché, crise climatique, crise sanitaire. J'ai encore à faire face à la crise de l'influenza aviaire sur les canards du Sud-Ouest aujourd'hui. Et donc, on fait face. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'avais anticipé. C'est quelque chose auquel je dois répondre là aussi, mais en même temps, j'ai gardé un projet et j'ai essayé de faire en sorte d'appliquer ce que je souhaitais faire. Cette année, François Hollande quitte l'Élysée. Est-ce que vous quittez la politique avec lui, puisque vos destins sont liés, on l'a vu mais moi, je vais me présenter sur la circonscription de la Sarthe, qui est celle de anciennement François Fillon, puisque quand même, c'est maintenant là... C'est la circonscription sur laquelle j'ai été élu en 2012. Et donc, voilà, je vais d'abord m'occuper de cette élection. Très bien, merci beaucoup Stéphane Le Foll. François Hollande, ce sera plus tard. Merci.